que ses droits, il y a un certain nombre de responsabilités civiques. Tout cela fait partie de la formation globale. Un proverbe dit que nul n'est censé ignorer la loi, et pour un musulman, connaître la loi du pays où l'on se trouve fait partie de ce qu'on appelle sa formation islamique globale. Et donc ici également, on parlait de sociologie, on parle d'éducation civique, on parlait d'histoire, ce sont des choses qui sont l'ABC. Et qui devraient, pour chacun d'entre nous, dans sa vie quotidienne, donc c'est un travail individuel, et on verra également combien cela doit être également un travail collectif, mais un travail individuel, de se dire, il doit y avoir de ce point de vue-là, une capacité à l'autonomie dans la gestion de ses connaissances relative dans son quotidien. Et cela, chaque femme, chaque homme doit faire ce travail-là. Chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il dédie ou offre en termes de temps à sa formation pour lui permettre d'avoir une autonomie d'un être adulte pour cesser la victimisation, cesser l'infantilisation, cesser d'être toujours les assistés de service ou les colonisés intellectuellement ou socialement. C'est un minimum et cela doit être fait par tout le monde et qu'on ne vienne pas dire oui mais moi j'ai pas fait d'éducation. C'est une question aussi de volonté. Des fois c'est un vrai djihad la formation. La formation c'est pas quelque chose qu'on reçoit comme ça ou c'est pas un don qu'on reçoit. Chacun à son niveau se bat pour savoir davantage, pour savoir mieux, pour mieux comprendre et que chacun à son niveau doit donner du temps pour le faire. Et cela veut dire aussi gérer son temps de façon différente, savoir comment est-ce qu'on gère son temps de divertissement, c'est-à-dire avoir une gestion extrêmement rigoureuse de la télévision qui prend beaucoup de temps quand on aurait besoin de temps pour se former et de tout autre type de divertissement, parce que si la formation fait partie tout de suite après nos règles de prescription religieuse de notre identité, il est évident que de ce point de vue-là, il faut lui allouer le temps nécessaire. Vient ensuite tout le domaine de la connaissance spécialisée. Alors là, chacun dans son domaine, chacun dans sa vie, encore une fois, quelle que soit sa formation, va se spécialiser d'une certaine façon. Qui va se spécialiser sur le plan strictement technique? Par exemple, c'est un garagiste. Qui va se spécialiser sur le domaine plus lié à la construction? Ce peut être un ouvrier, ce peut être un contremaître. Qui va se spécialiser dans l'informatique? Qui va se spécialiser dans la médecine? Qui va se spécialiser dans l'histoire? Qui va se spécialiser dans tous les registres dont nous avons déjà parlé de la formation universitaire? Et là, on a un problème. Ce problème, quel est-il? Et c'est ce qui relève également de quelque chose que j'avais mentionné dans l'introduction, c'est que nous avons un problème, c'est que beaucoup de nos sœurs et de nos frères sont extrêmement compétents dans un domaine tout à fait particulier. Tous ceux que je viens de mentionner. Et le problème que nous avons, c'est que cette compétence extraordinairement riche dans leur domaine, elle est totalement déconnectée de leur rapport à la communauté. C'est comme si on était extrêmement compétent à l'université ou dans son domaine professionnel, et quand on entre dans la communauté, on devient des enfants capables de plus rien, de plus réfléchir, de ne plus savoir comment construire, ou son discours, ou sa personne. Et là, on a ce problème-là. Nous vivons comme des déconnectés ou parfois même schizophrène, extrêmement respecté dans son domaine de compétences, mais alors quand on rentre dans la communauté, il n'y a plus de compétences. Et puis la communauté est aussi responsable de cela, parce qu'on a l'impression qu'on n'est reconnu d'une quelconque compétence dans cette communauté que celui ou celle qui cite le Coran, qui connaît les hadiths, et là il y a une compétence, et on a l'impression que c'est eux, c'est finalement des leaders associatifs qui, parce qu'ils connaissent mieux le Coran ou mieux les hadiths, seraient finalement ceux qui peuvent former les autres en tout, ce qui est faux. Ils peuvent former dans les connaissances religieuses, mais peut-être pas forcément dans la connaissance du terrain. La connaissance, elle se mesure à l'objet d'étude, elle ne se mesure pas à partir du Coran et de la tradition du prophète sallam comme si elle était finalement la connaissance du tout. Alors il y a un vrai problème, c'est que la communauté ne semble ne reconnaître qu'en termes de compétences que ceux qui ont une compétence particulière et attendre de tout, ce qui est faux. Aujourd'hui, quelqu'un qui a passé 15 ans d'études du Coran et de la tradition du prophète sallam peut être quelqu'un de totalement incompétent en matière économique, de totalement incompétent en matière d'études des médias, par exemple, de sociologie. On ne peut pas, parce qu'on connaît bien le Coran, supposer qu'on connaît bien les hommes. Ce sont deux domaines différents parce que ce sont deux objets d'études différents et que le pire, ce serait de trahir l'enseignement coranique en disant « puisqu'il y a tout dans le Coran, je sais tout de toutes les autres sciences ». Ici, nous avons un problème de déconnexion
radicale. Et donc, il faut absolument trouver le moyen de reconnecter tout cela, de façon à faire en sorte que des gens qui ont des compétences dans leurs différents domaines puissent aider cette communauté de foi, la communauté musulmane, à grandir, à s'épanouir et à être dynamique et à pouvoir justement s'autonomiser sur différents plans. Donc il faut que la communauté s'ouvre et cherche d'autres compétences, utilise les ressources humaines, et il faut que ceux qui ont ces ressources humaines trouvent les moyens de se connecter avec la communauté. Prenez un exemple, quelqu'un qui est sorti du proxénétisme de la rue, comme Malcolm X, rahimahullah, qui entre en prison, qui étudie, qui se bat, à un moment donné acquiert des compétences extraordinaires, peut parler dans les universités, il a une capacité de persuasion, il a le verbe, il a le charisme personnel, et qui à un moment donné, quand il a appris ce qu'était véritablement The Nation of Islam, refuse de suivre Elijah Muhammad et tous ceux qui sont autour de lui, et à un moment donné, il doit faire un choix. Il peut rester dans une espèce de semi-bourgeoisie dans le milieu universitaire, parler ici dans les académies parce qu'il était connu, ou retourner et servir cette communauté. Et sa formule, c'est « je suis du ghetto, je retourne dans le ghetto », c'est-à-dire je viens de là, je vais retourner, je vais servir. Mon savoir est un service, ça n'est pas une prétention. Et ça, c'est toute la différence. C'est-à-dire que faire en sorte que ceux qui ont acquis un savoir spécialisé servent leur communauté, c'est aussi pour eux de comprendre spirituellement, et là on revient à ce qu'on avait dit dans tout ce qui concerne le tafsir, qui mettait en évidence justement que cette compréhension spirituelle des choses nous rendait humbles, eh bien, savoir c'est servir, ça n'est pas prétendre. Et c'est toute la différence, c'est-à-dire à un moment donné, c'est de servir cette communauté et de trouver les moyens de se reconnecter. Donc autant il faut que la communauté s'ouvre à d'autres compétences, autant il faut que ces autres compétences réussissent à trouver le lien avec leur communauté. Et donc ici, nous entrons dans le domaine de la connaissance spécialisée. Par exemple, des choses très très simples, quelqu'un qui est dans l'ordre du technique, il faut qu'il se pose la question de savoir comment, dans cet ordre du technique, ou dans l'ordre commercial, ou dans l'ordre simplement de tenir une boutique, il peut être en contact avec une communauté qu'il peut dynamiser. Alors il peut rendre service, c'est-à-dire essayer de trouver des liens avec cette communauté pour faire en sorte qu'on puisse entrer en confiance avec un garagiste et que celui puisse se servir, qu'il puisse montrer que il y a de l'éthique dans une façon de réparer une voiture et dans une façon de demander une facture à quelqu'un, une façon de rendre service. Il y a de l'éthique dans le commerce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui est un garagiste, qui répare des voitures, quelqu'un qui fait du commerce, comment est-ce qu'il va servir sa communauté ? Il va servir sa communauté uniquement en se disant « mais moi je ne peux pas parce que finalement, qui s'intéresse à un garagiste ?» Mais on peut servir sa communauté en faisant rayonner son lieu de travail avec une certaine éthique, avec une certaine morale, avec un service qui peut être parfois, qui peut aller dans le fait de servir à des prix qui soient concurrentiels, c'est-à-dire de remettre finalement de l'éthique dans le commerce, de remettre de l'éthique dans une façon de servir le client, d'une façon de faire attention à ses préoccupations, quelles que soient d'ailleurs ces préoccupations-là, ces petits détails, et qui sont éducatives. De façon importante, il faut se souvenir que ce qui a changé la réalité des musulmans en Afrique noire, c'est une certaine façon qu'avaient les commerçants de faire du commerce, c'est-à-dire qu'ils servaient par une espèce de témoignage. Donc, cela est vrai pour le garagiste, cela est vrai pour l'ouvrier, et cela est d'autant plus vrai pour tous ceux qui vont développer des vraies connaissances académiques, comme par exemple tout ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire. Combien y a-t-il d'historiens? Combien y a-t-il d'économistes? Combien y a-t-il de sociologues ou de psychologues même, de travailleurs sociaux dont on a besoin aujourd'hui et qui sont totalement dispersés? Alors, parfois, on les juge uniquement sur leur comportement apparent, et s'ils n'ont pas le comportement qui nous sied, ils ne nous sied pas en tant que tels. Ce qui est faux. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, avait dit une chose qui était intéressante. Il cherchait un homme avec un certain type de connaissances, puis on lui dit, oui, celui-ci, il est bien, mais il n'a pas beaucoup de morale. C'est-à-dire un peu perverti quant à sa morale. Il dit, sa perversion, le regarde, nous, on prend ses qualités. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, l'éthique concerne celui qui la transgresse et la compétence et le savoir concerne ceux qui s'en servent, c'est-à-dire une communauté humaine qui va pouvoir prendre cela. Nous sommes totalement déconnectés de cette façon de percevoir les choses et là nous avons effectivement
à encourager la spécialisation, et en particulier dans des domaines tout à fait sensibles. La spécialisation, par exemple, dans tout ce dont je parlais tout à l'heure, l'histoire, la spécialisation dans le travail social. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de nous inquiéter de la montée de l'extrême droite partout en Europe. Est-ce que les musulmans, c'est-à-dire les citoyens de confession musulmane, ont un projet, ont quelque chose à proposer pour lutter contre la violence, pour lutter contre les réalités des banlieues? Parce que dans la réalité, nous sommes déconnectés nous-mêmes des banlieues les plus profondes, où il y a vraiment cette violence, où il y a cette rupture. Est-ce que nous avons proposé quelque chose? Nous venons de ce terrain-là, nous critiquons la société de ne pas savoir proposer de politique sociale et de politique urbaine, mais avons-nous une alternative? Avons-nous réfléchi? Où sont les travailleurs sociaux qui, à partir même de leurs références, de leur éthique, vont proposer quelque chose? Eh bien ça, nous avons besoin d'une spécialisation, de gens qui ne viennent pas tenir des discours sur il suffit de prier pour arrêter de se droguer, qui n'ont aucune réalité. Ça ne correspond à rien. Ce sont des mots vagues, ce sont des réalités qui ne correspondent pas même à la dépendance physique, physiologique et psychique de l'être humain par rapport à la drogue et par rapport à l'accoutumance. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire. C'est du travail d'amateur qui voudrait être un travail de réformateur. Et nous n'avons pas le droit de simplifier les choses. Donc nous avons besoin de travailleurs sociaux. Nous avons aussi besoin de sociologues, de gens qui étudient, qui deviennent pour eux-mêmes, leur propre communauté de foi devient leur objet d'étude, pour qu'ils puissent aussi proposer autre chose que cette espèce de discours qui nous est proposé aujourd'hui quant à l'islam et à l'islamisation, comme on dit, des banlieues ou des sociétés. Là, il y a un vrai travail à faire. Un autre type de spécialisation, c'est celui de la psychologie, parce que les musulmans aujourd'hui, ils sont entre la superstition sur les djinns et tout ça, qui existe en islam, mais pas au point qu'on en devienne superstitieux, et la négation des problèmes. Il y a une détresse affective, il y a une détresse spirituelle, c'est certain, affective, émotive, il y a beaucoup de solitude dans cette communauté. À qui parler, vers qui se tourner? L'imam ne peut pas tout faire, la communauté ne peut pas tout entendre, il faut des spécialistes qui peuvent accompagner. De cela aussi, nous avons besoin. Donc, une vision globale dans un monde aujourd'hui globalisant ou vivant la globalisation suppose que, au nom de ces valeurs universelles que nous avons, nous poussions les gens à se spécialiser. Mais qu'en même temps que nous poussions à se spécialiser, il ne faut pas que leur spécialisation se fasse au prix de leur lien avec leur communauté, parce que certains, dès qu'ils sont parvenus à un certain degré de compétence, ils oublient d'où ils viennent. Comme celui qui me disait sur le plan politique, moi je me suis fait tout seul. Il mêlait la négligence à l'orgueil, parce qu'on ne se fait d'abord jamais tout seul, comme nous avons pu le dire dans le tafsir, mais en même temps, il est extrêmement important ici de savoir qu'on se fait aussi avec les autres, et que le but c'est où que l'on arrive, où que l'on parvienne, quel que soit le niveau que l'on atteigne dans une société, c'est toujours pour servir ceux qui nous ont portés à ce niveau-là, ou ceux justement qui sont en dessous de ce niveau-là. Je veux dire, monter, c'est servir ceux qui sont plus bas que nous dans la hiérarchie sociale. Donc il y a ici tout ce travail de spécialisation que nous avons à encourager, mais également à réussir à faire en sorte qu'il y ait une connexion, d'utiliser ces ressources. Et là, il appartient aux structures associatives. Et là, il appartient à chacun d'entre nous de savoir et de se poser la question. Voilà, de ce que j'ai aujourd'hui comme compétence, qu'est-ce que je peux donner? Comment est-ce que je peux donner? Pour certains, ce sera surtout par le comportement moral. Pour d'autres, ce sera par le contenu même du savoir qu'ils ont acquis. Pour d'autres également, c'est par une disponibilité. Pour d'autres, en même temps, ce sera à la mesure de leur qualité. Voilà cette connaissance spécialisée dont nous avons besoin et qui doit aussi toucher le domaine de la psychologie, comme je l'ai dit, qui doit même toucher le domaine des idées, de la sociologie, encourager et de faire en sorte que ces personnes avec ces compétences servent la communauté d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par la formation, ça peut être par l'accompagnement, ça peut être par une nouvelle vision du monde dans lequel nous vivons parce qu'on en a une connaissance un peu plus approfondie. Et enfin, le sens de la complémentarité des savoirs, c'est en islam non pas simplement verser dans ce qu'on appelle aujourd'hui, et pour ceux d'entre vous qui ont pu lire Edgar Morin, la pluridisciplinarité, c'est-à-dire lutter contre la sectorisation des savoirs par une pluridisciplinarité. En islam, tout cela est de fait évident, c'est-à-dire que le caractère pluridisciplinaire, transversal des savoirs est déterminant. Mais il n'est pas suffisant, il faut que tout cela soit axé sur l'essentialité du tawhid, c'est-à-dire le principe de l'unicité divine
et en même temps de l'orientation de notre éthique pour qu'en même temps, dans chacun de ces savoirs, nous développions une éthique de ces savoirs et qu'à partir de l'éthique de ces savoirs,